260 secondes avant mon vol, je me tenais à la porte d'embarquement. L'écran de mon téléphone brillait. Une seule photo était dans ma conversation de messages, envoyée il y a 3 minutes. Sur la photo, Julian Croft se trouvait dans le couloir de la maternité la plus exclusive de l'Upper East Side. Sa veste Brioni bleu marine était drapée sur un bras. Les manches de sa chemise blanche étaient retroussées jusqu'au coude, révélant la montre Patek Philippe que je lui avais offerte. Il était légèrement penché à la taille, les 2 mains appuyées contre le cadre de la porte d'une salle d'accouchement. Les lignes de son visage étaient tendues par la tension. Son front était plissé en un nœud serré. C'était une expression qu'il ne portait que sous un stress extrême. 3 ans de mariage. Je l'avais vu froncer les sourcils. Je l'avais vu ricaner avec dédain. Je l'avais vu détourner la tête avec agacement. Mais je ne l'avais jamais, pas une seule fois, vu aussi tendu pour une femme. Dans cette salle d'accouchement se trouvait Natalia Rossi, son amour de lycée, son premier amour, la femme pour qui il avait gardé une flamme pendant plus d'une décennie. Et maintenant, elle lui donnait un enfant. Un autre message est arrivé de Monsieur Davis, l'assistant exécutif de Julian. Le ton était prudent. Madame Croft, Mademoiselle Rossi vient d'être emmenée en salle d'accouchement. Ils s'attendent à un accouchement naturel. Monsieur Croft attend dehors. Il a mis son téléphone en silencieux et a demandé à ne pas être dérangé par qui que ce soit. J'ai lu le message et j'ai laissé échapper un rire doux et sans humour. Ne pas être dérangé. Aujourd'hui, c'était le 15 mars, le 3e anniversaire de mariage de Julian Croft et moi. Quand il avait quitté le Pantouz ce matin, il ne m'avait même pas regardé. J'ai un dîner de réunion ce soir. Ne m'attends pas. Était tout ce qu'il avait dit avant de prendre sa mallette et de sortir. La porte d'entrée s'était refermée avec un claquement derrière lui, laissant la lumière du vestibule allumée. À ce moment-là, je me tenais dans la cuisine, en train de faire revenir personnellement les pétoncles sauvages qu'il adorait. La température de l'huile était parfaite. Les pétoncles grésillaient dans la poêle. L'arôme parfumé remplissait la salle à manger. La table était dressée avec une nouvelle nappe en lin, et au centre se trouvait un bouquet de roses blanches que j'avais fait venir par avion d'un producteur spécialisé aux Pays-Bas il y a 3 jours. J'ai terminé de faire revenir les pétoncles, les ai disposés sur une assiette en porcelaine fine, les ai arrosés d'une sauce au beurre et citron, et les ai portés à table. Puis je me suis assise seule pendant 3 heures. La nourriture a refroidi. Les roses ont éclos en silence. Dehors, les lumières de Manhattan ont commencé à scintiller une par une. J'ai pris mon téléphone et ouvert ma conversation avec Monsieur Davis. Où est-il? Ai-je envoyé par texto. 3 minutes plus tard, la photo est arrivée. Salle d'accouchement, Natalia Rossi, accouchement. Les 3 phrases se sont entrelacées, non pas comme un couteau tranchant, mais comme une lame émoussée et rouillée s'enfonçant lentement dans mon cœur. J'ai posé ma fourchette et, une par une, j'ai raclé la nourriture de la table dans la poubelle. Les pétoncles, les côtes braisées au vin rouge, la morue avec un glaçage aux agrumes, les pâtes à la truffe noire, tous ces plats préférés, tous préparés par moi. Quand j'ai vidé la dernière assiette, la poubelle était pleine. Les lumières de la cuisine étaient vives. Je me tenais dessous et n'ai versé pas une seule larme. Puis je suis monté à l'étage et entré dans le dressing. Du fond de mon placard, j'ai sorti une grande enveloppe Manila. L'enveloppe m'avait été donnée il y a 6 mois par mon avocate, Madame Sharma. À l'intérieur se trouvait cet affidavit notarié, 3 jeux d'enregistrement de transactions bancaires, 2 jeux d'images fixes de dashcam, et un accord de divorce signé. Sur la dernière page, la ligne de signature de Julian Croft était encore vide, mais cela n'avait pas d'importance. Au cours des 6 derniers mois, comme une observatrice extérieure assistant à un siège, j'avais calmement et méthodiquement démantelé la forteresse que j'avais moi-même construite. Nous commençons maintenant le processus d'embarquement pour le vol Air France AF7 à destination de Paris. Tous les passagers sont priés de se diriger vers la porte B23. L'annonce m'a ramené à la réalité. L'éclairage de l'aéroport était dur, une lumière blanche froide tombant d'en haut. Les voyageurs passaient devant moi en tirant leurs valises à roulettes. Certains marchaient avec détermination. D'autres partageaient des étreintes réticentes et prolongées avec ceux qui les accompagnaient. Je me suis levé de mon siège, j'ai pris la poignée de ma propre valise et me suis dirigé vers la porte. La file s'est raccourcie tandis que les personnes devant moi scannaient leur carte d'embarquement et disparaissaient dans la passerelle d'embarquement.
C'était mon tour. J'ai tendu ma carte à l'agent de porte. Le scanner a bipé, un son clair et net. À ce moment précis, mon pouce a appuyé sur le bouton de partage sur Instagram. Publication réussie. J'ai éteint mon téléphone. L'animation d'extinction était un cercle blanc tournant une fois avant que l'écran ne devienne complètement noir. Ces 3 années devaient aussi devenir complètement noires. Je suis entré sur la passerelle d'embarquement. Je n'ai pas regardé en arrière. Derrière moi, j'ai entendu la voix claire de l'agent de porte dans le système de sonorisation. Dernier appel d'embarquement pour le vol AF7 à destination de Paris. Le passager Evelyn Reed est prié d'embarquer immédiatement à bord de l'appareil. La voix a résonné dans l'espace clos, s'éloignant de plus en plus tandis que je marchais. Et à ce moment-là, je savais que le monde de quelqu'un s'effondrait. Dans l'aile VIP de l'hôpital Le Knox-Hill, Julian Croft faisait les 100 pas avec anxiété dans le couloir devant la salle d'accouchement. Le bruit de ses chaussures de ville sur le sol poli était un rythme rapide et erratique. Toutes les quelques secondes, il levait les yeux vers la porte de la salle d'accouchement, puis baissait le regard et reprenait ses allées et venues. Monsieur Davis se tenait à 3 mètres, tenant son téléphone à 2 mains. Son visage était blanc comme une feuille de papier. Il avait actualisé les sujets tendances sur Twitter 3 fois, puis 3 fois de plus. Home, scandale de l'enfant illégitime du PDG de Croft Corp Julian Croft. 2. Julian Croft surpris à l'accouchement de sa maîtresse. 3. Evelyn Reed annonce son divorce. Chacun des 3 sujets était suivi d'une petite icône rouge flamboyante en explosion. Les mains de Monsieur Davis tremblaient. Il leva les yeux vers Julian, ses lèvres bougeant, mais aucun son ne sortit. Juste à ce moment, la porte de la salle d'accouchement s'ouvrit. Une infirmière est sortie en tenant un bébé enveloppé dans une couverture de réception jaune. Elle arborait un sourire professionnel. Monsieur Croft, félicitations. La mère et le bébé vont bien tous les deux. C'est un garçon, 3,2 kg. Julian fixa le vide pendant une seconde, puis son visage s'éclaira d'un sourire radieux. Il s'approcha rapidement et prit soigneusement le bébé. En regardant le petit visage ridé, ses yeux se plissèrent en croissant, remplis d'une joie irrépressible. J'ai un fils. Il tenait le bébé dans ses bras, ses mouvements maladroits mais exceptionnellement doux. Une main soutenait la tête du bébé, l'autre berçait le bas de la couverture. Le bébé s'agitait dans ses bras, laissant échapper un petit cri fluet. Julian se tourna vers son assistant, son sourire encore plus large. « Davis, regarde mon fils. » Sa voix s'arrêta brusquement. Il avait vu le visage de Monsieur Davis. Il n'y avait pas une once de joie dessus. Il était pâle, comme s'il venait de sortir d'une morgue. Ses lèvres tremblaient, les coins de ses yeux rouges. Davis. Le front de Julian se plissa. Qu'y a-t-il? Monsieur Davis ouvrit la bouche, mais sa voix était étranglée, comme pressée hors de sa gorge. Monsieur, votre téléphone. Veuillez regarder votre téléphone. Quel téléphone? Tu ne vois pas? Je tiens mon fils. Julian se détourna avec agacement, son regard revenant au bébé. Il toucha doucement le petit poing du bébé avec son doigt. Et toi? Dit papa. Monsieur. La voix de Monsieur Davis s'éleva soudain, craquant sous la tension. Madame Croft, elle a posté sur Instagram. Elle a tout révélé. Les mouvements de Julian se figèrent. Il leva lentement la tête. Le sourire était encore sur son visage, mais il était figé, un masque grotesque. De quoi parles-tu? Monsieur Davis tendit son téléphone, l'écran face vers le haut, d'une luminosité aveuglante. Julian, tenant le bébé d'un bras, prit le téléphone de l'autre main. Au moment où ses yeux tombèrent sur l'écran, ses pupilles se contractèrent violemment. Sujet tendance Home, scandale de l'enfant illégitime du PDG de Croft Corp Julian Croft. Tendance 2, Julian Croft surpris à l'accouchement de sa maîtresse. Tendance 3, Evelyn Reed annonce son divorce. Ses doigts commencèrent à trembler. Il tapa sur le profil Instagram d'Evelyn. 9 photos. La première photo, leur certificat de mariage. Sur la petite photo sur fond rouge, son expression était vide. Ses yeux et sa bouche formaient un croissant joyeux. Photo 2 à 7, diverses preuves de son aventure avec Natalia.
Une image fixe de vidéosurveillance 2 entrant ensemble à l'hôtel Carlyle. Des images de dashcam 2 s'embrassant dans sa voiture. Une copie du rapport obstétrique de Natalia avec son nom clairement indiqué comme père. Et la photo d'aujourd'hui, un cliché de son dos tandis qu'il attendait anxieusement devant la salle d'accouchement. La 8e photo, l'accord de divorce. La 9e photo, une seule ligne de texte. Notre mariage de 3 ans se termine aujourd'hui. Je te souhaite bonne chance sur ton propre chemin. Ne demande pas si nous nous reverrons. Heure de publication, il y a 1 minute. La publication avait déjà plus de 100 000 partages, 300 000 commentaires, et avait dépassé 1 million de likes. La main de Julien tremblait violemment. Depuis quand? Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, l'écran de son téléphone s'alluma avec un appel entrant. Harrison Croft, son père, le président. Avant qu'il ne puisse répondre, un autre appel arriva. Catherine Croft, sa mère. Puis un 3e, un 4e, un 5e, les membres du conseil d'administration, les actionnaires majoritaires, la presse. Les appels arrivaient comme un barrage qui cède. Le téléphone vibrait frénétiquement dans sa main, engourdissant sa paume. Impossible, marmonna Julien. Elle n'aurait pas pu savoir. Il regarda à nouveau la photo de lui devant la salle d'accouchement. L'angle était depuis une fenêtre à l'autre bout du couloir, un point de vue parfait pour capturer toute la scène. Cet angle. Il tourna brusquement la tête pour regarder Monsieur Davis, ses yeux venimeux. Monsieur Davis recula d'un pas, une sueur froide perlant sur son front. Ses lèvres tremblaient trop pour former une phrase cohérente. Monsieur, Madame Croft, dégage de mon chemin. Julien poussa rudement le bébé dans les bras de l'infirmière. L'infirmière, prise au dépourvu, faillit lâcher le nourrisson. Elle s'écria, Monsieur Croft, tandis qu'elle s'efforçait de sécuriser le bébé. Julien s'était déjà retourné et s'était élancé. Ses chaussures de ville claquaient bruyamment sur le sol du couloir de l'hôpital. Il poussa une porte de sortie de secours et dévala les escaliers de secours, les descendant 3 par 3. Son genou heurta la rampe, mais il ne ressentit aucune douleur. Il n'y avait qu'une seule pensée dans son esprit. Evelyne. Evelyne ne pouvait pas partir. Alors qu'il surgissait de l'entrée principale de l'hôpital, son téléphone glissa de sa main et se brisa sur le sol en marbre. L'écran se fissura en une toile d'araignée de ligne, mais il était encore allumé, encore ouvert sur la page des sujets tendance où le nombre de partages de la publication d'Evelyne augmentait à un rythme de plusieurs milliers par seconde. Il ne s'arrêta pas pour le ramasser. Il courut jusqu'au parking, ouvrit d'un coup la porte du conducteur de sa Maybach et fit rugir le moteur. Les pneus laissèrent des marques noires sur le pavé tandis que la voiture bondissait en avant comme une flèche tirée d'un arc. La destination était JFK. L'aiguille du compteur passa de 0 à 100 km/h en 3 secondes. Et à ce moment-là, à travers la fenêtre du vol Air France AF7, les lumières de la ville devenaient de plus en plus petites. Evelyne Reed s'adossa dans son siège en première classe et ferma les yeux. Alors que Julien Croft surgissait de l'entrée principale de l'hôpital, son téléphone glissa et se brisa sur le sol en marbre. Il ne regarda pas en arrière. Il ne s'arrêta même pas une seconde. Monsieur Davis, qui le suivait, se baissa et ramassa le téléphone fissuré. Sur l'écran brisé, la page des tendances continuait à s'actualiser. La publication d'Evelyne. Les partages avaient déjà dépassé 5 millions et les commentaires filaient vers 1 million. Les doigts de Monsieur Davis tremblaient. Il leva les yeux vers le parking. Il n'aperçut qu'un bref instant les feux arrière de la Maybach noire de Julien clignotant une fois avant de disparaître derrière les grilles de l'hôpital. L'infirmière se tenait figée devant la porte de la salle d'accouchement en tenant le bébé. Elle baissa les yeux sur le nourrisson dans ses bras, puis sur le couloir vide en murmurant incrédule. Il est juste parti. La porte de la salle d'accouchement s'ouvrit à nouveau, et Natalia Rossi fut sortie sur un brancard. Son visage était pâle, des mèches de cheveux collées à son front par la sueur. Ses lèvres étaient violacées par l'effort. Mais il y avait un sourire sur son visage. Le sourire triomphant et suffisant d'une victorieuse. Elle avait donné naissance au fils de Julien Croft. À partir de ce jour, elle était l'avenir. Madame Croft, la matriarche de la Croft Corporation. Où est Julien? La voix de Natalia était faible mais urgente. Elle s'efforça de lever la tête en regardant autour d'elle. Où est-il?
Le bébé? A-t-il vu le bébé? L'infirmière, l'expression compliquée, apporta le bébé à elle. Natalia tendit les bras pour le prendre. En regardant le petit visage ridé, ses yeux devinrent humides. Le sourire sur ses lèvres impossible à cacher. Oh, bébé, maman est là. Papa doit être si heureux qu'il ne sait pas quoi faire. Personne ne répondit. Le couloir était étrangement silencieux. Natalia sentit enfin que quelque chose n'allait pas. Elle leva les yeux, son regard balayant tout ce présent. Les yeux fuyants de l'infirmière, le visage cendreux de Monsieur Davis, et ce téléphone dans sa main, son écran fissuré mais encore vibrant. Qu'y a-t-il? Sa voix changea, le sourire s'effaçant lentement de son visage. Que s'est-il passé? Monsieur Davis prit une profonde inspiration et s'approcha d'elle. Il lui tendit le téléphone brisé. L'écran était fissuré, mais le texte était lisible. Tendance Croft Corp. Scandale de l'enfant illégitime du PDG Julian Croft. Tendance 2. Julian Croft surpris à l'accouchement de sa maîtresse. Tendance 3. Evelyn Reed annonce son divorce. Les doigts de Natalia se crispèrent soudain. Le bébé s'agita inconfortablement dans ses bras. Elle ouvrit rapidement le profil Instagram d'Evelyn. Elle fit défiler les 9 photos une par une. L'image fixe de l'hôtel. Les images de dashcam d'eux s'embrassant. Son propre rapport obstétrique, le nom de Julian entouré en rouge. Et aujourd'hui, la photo d'aujourd'hui de Julian faisant les 100 pas devant la salle d'accouchement. L'horodatage datait d'à peine 20 minutes. Qui a pris cette photo? La voix de Natalia devint stridente. Qui a pris cette photo? Qui l'a envoyée à cette salope? Monsieur Davis recula d'un pas. Son front trempé de sueur froide. Il ne pouvait pas parler. Natalia se tourna vers lui, les yeux flamboyants. C'était toi. C'était toi, n'est-ce pas, mademoiselle Rossi? La voix de Monsieur Davis trembla. Espèce de salaud ingrat, hurla Natalia hystériquement, sa voix résonnant dans le couloir. Le bébé, effrayé, commença à hurler. Sais-tu combien d'années il m'a fallu pour arriver à ce jour? As-tu la moindre idée depuis combien de temps j'attendais cela? Elle s'efforça de s'asseoir dans le lit. Une infirmière se précipita pour l'arrêter. Madame, vous venez d'accoucher. Vous devez vous reposer. Natalia essaya de repousser la main de l'infirmière, mais son bras retomba mollement, son corps trop faible. Elle haleta, et puis des larmes jaillirent soudain de ses yeux, coulant sur ses joues pâles. Elle baissa les yeux sur le bébé dans ses bras. Il pleurait bruyamment, son petit visage rouge et gonflé, ses petites mains et pieds s'agitant. Ton père est parti. La voix de Natalia devint soudain légère et creuse, comme si elle se parlait à elle-même. Il est parti après elle. Il ne t'a même pas regardé. Il a juste couru après elle. L'infirmière essaya doucement de prendre le bébé. Madame, le bébé pleure beaucoup. Laissez-moi le prendre et lui donner du lait. Natalia serra le bébé plus fort, ses jointures blanchissant. Ses lèvres tremblaient tandis que d'épaisses larmes tombaient, assombrissant la couverture. Julian Croft, cracha-t-elle le nom entre ses dents serrées. Je t'ai donné un fils, et tu ne l'as même pas tenu avant de t'enfuir. Bien. Très bien. Elle se mit soudain à rire, un son glaçant qui résonna dans le couloir vide faisant frissonner Monsieur Davis. Tu penses qu'Evelyn te reprendra, hurla-t-elle dans le couloir vide comme si elle parlait au Julian parti depuis longtemps. Elle a traîné mon nom dans la boue et l'a donné à manger aux chiens. Julian, tu es fini. Ta précieuse Croft Corporation est finie. Sa voix devint de plus en plus forte, se transformant finalement en un cri perçant qui remplit tout le couloir. Les infirmières échangèrent des regards. Quelqu'un sortit discrètement son téléphone et appela le médecin de garde. Le son des pleurs du bébé, des cris de Natalia et du bourdonnement incessant du téléphone se mêlèrent en un chaos. Monsieur Davis se tenait dans un coin en essuyant la sueur de son front. Il vérifia discrètement un message sur son propre téléphone. C'était de mademoiselle Sharma, l'avocate d'Evelyn. Il ne contenait que 4 mots. Mission accomplie. Fonds transférés. Il supprima silencieusement le message et mit le téléphone dans sa poche. À ce moment-là, sur la Van Wyck Expressway, à 24 km de l'hôpital, la Maybach noire de Julian slalomait follement dans la circulation.
Le compteur indiquait 145 km/h. Ses mains serraient le volant, jointure blanche, les veines bleues sur le dos de ses mains palpitant. Les voitures défilaient derrière lui. Des klaxons retentissaient de toutes parts. Quelqu'un baissa sa vitre et lui cria une obscénité. Il ne semblait pas l'entendre, son pied enfonçant l'accélérateur au plancher. Evelyn. Il broya le nom entre ses dents. 3 ans. Pendant 3 ans, elle avait été une plante silencieuse à ses côtés. Elle n'avait jamais discuté avec lui. Jamais pleuré devant lui. Même quand il la traitait avec une indifférence froide, elle se contentait de s'écarter tranquillement. Il pensait qu'elle s'en fichait. Il pensait que ce mariage était aussi une transaction pour elle. Mais aujourd'hui elle avait pris sa réputation, la réputation de la Croft Corporation, et les avait mises en pièces devant des dizaines de millions de personnes, puis y avait mis le feu. Le téléphone était brisé, mais l'écran du tableau de bord de la voiture était encore actif. Les notifications continuaient d'apparaître. Croft Corp, action CRFT chute de 12%. Réunion d'urgence du conseil d'administration convoquée. Harrison Croft, 37 appels manqués. Catherine Croft, 21 appels manqués. Il éteignit l'écran d'un balayage. Il ne voulait pas le voir. Il ne voulait rien voir de tout cela pour l'instant. Tout ce qu'il voulait savoir était sur quel vol était Evelyn, à quelle heure il avait décollé, où il allait. Quand il avait couru hors de l'hôpital, il avait jeté un coup d'œil à l'horodatage de sa publication Instagram. 18h47. Il était maintenant 18h53. 6 minutes. Il la poursuivait déjà depuis 6 minutes. Julien tourna violemment le volant. La Maybach se glissa entre deux semi-remorques. L'espace entre sa voiture et le camion de droite était inférieur à 30 cm. Le conducteur du camion klaxonna longuement, le son menaçant de lui briser les tympans. Il s'en fichait. Une seule image repassait en boucle dans son esprit. Ce matin, alors qu'il partait, Evelyn était dans la cuisine, lui tournant le dos en faisant revenir des pétoncles. Elle portait un ensemble de vêtements d'intérieur couleur ivoire. Ses cheveux étaient vaguement attachés avec une seule pince révélant la nuque de son cou blanc. L'huile grésillait dans la poêle, et l'arôme remplissait le rez-de-chaussée. Il s'était arrêté un moment en passant devant la porte de la cuisine. Elle s'était retournée, lui avait souri et avait dit « Seras-tu à la maison pour le dîner ?» Il avait répondu « J'ai une réunion ». Le sourire sur son visage avait vacillé une fraction de seconde avant qu'elle ne le force à revenir. Elle avait hoché la tête. « D'accord. Conduis prudemment. » Et il était parti. Alors que la porte se refermait derrière lui, il pensa avoir entendu qu'elle disait quelque chose de petit. Il ne l'avait pas saisi. Maintenant, soudain, il se souvenait. Elle avait dit « C'est notre anniversaire, Julien. » Elle avait dit que c'était leur anniversaire. Aujourd'hui, c'était le 15 mars, leur anniversaire de mariage. La main de Julien trembla si violemment que la voiture fit une embardée sur l'autoroute, manquant de peu percuter la glissière de sécurité. Il s'en était souvenu. Elle avait toujours su. Lui n'avait même pas su quel jour on était. Tout ce qu'il savait était que la date d'accouchement de Natalia approchait, qu'il devait être à l'hôpital avec elle aujourd'hui, que son premier amour lui donnait un enfant. Il avait même pensé dehors devant la salle d'accouchement qu'une fois le bébé né, il rentrerait à la maison et aurait une vraie discussion avec Evelyn. Lui donnerait un chèque, une maison, et mettrait fin aux choses avec élégance. Au lieu de cela, elle l'avait fini avec élégance. Julien frappa du poing sur le volant. Le klaxon retentit d'un long son perçant qui résonna sur l'autoroute. « Evelyn, rugit-il pratiquement. Reste là où tu es. » La voiture bondit en avant. Enfin, les panneaux verts de l'aéroport apparurent. Aéroport international JFK, 16 km. Il appuya à nouveau sur l'accélérateur. La vitesse de la Maybach noire sur l'autoroute dépassait maintenant les 160 km/h. Les yeux de Julien étaient fixés sur la route devant lui, ses mains étranglant le volant. Ses paumes étaient glissantes de sueur. La climatisation était allumée, mais son dos était trempé, sa chemise blanche collant inconfortablement à sa peau. Il s'en fichait. La seule chose qui repassait en boucle dans son esprit était l'image d'Evelyn dans la cuisine, lui tournant le dos. Les vêtements d'intérieur ivoire, les cheveux vaguement attachés, la nuque blanche, et ces mots. « C'est notre anniversaire. »
Julien serra la mâchoire, le muscle tressaillant comme une corde d'arc tendue. L'écran du tableau de bord de la voiture continuait de clignoter avec des notifications. Il avait éteint l'affichage, mais il ne pouvait pas éteindre la sonnerie. Toutes les quelques secondes, cela piquait ses nerfs comme une aiguille. Digne. Action CRFT de Croft Corp en baisse de 15%. Digne. Appel manqué. Arthur Mills, membre du conseil. Digne. Harrison Croft, 42 appels manqués. Digne. Nouveau message vocal. Catherine Croft. Sa main eut un spasme et il ouvrit accidentellement le message vocal. La voix de Catherine, assez aiguë pour grincer le verre, jaillit des haut-parleurs de la voiture. Julien, as-tu perdu la tête? Ne vois-tu pas que le monde entier se moque du nom Croft? La tension artérielle de ton père a atteint 220. Nous venons d'appeler une ambulance. Où es-tu? Reviens ici immédiatement. Le message se termina. La voiture redevint silencieuse. Pas même 3 secondes plus tard. Digne. Un autre message vocal. Catherine à nouveau. Cette fois sa voix n'était pas aiguë. Elle était basse, chargée d'une fureur qu'il pouvait sentir à travers les haut-parleurs. Fils, laisse-moi te poser juste une question. Cet enfant. L'enfant de Natalia. Est-il le tien? Julien ne répondit pas. Ses yeux étaient sur la route devant lui. Le contour du terminal de l'aéroport venait en vue. Le bâtiment gris argenté brillait dans la nuit. Ses lumières dansent comme une énorme bête accroupie au bord de la ville. Le GPS annonça terminal 4 de l'aéroport international JFK dans 3 km. Il appuya à nouveau sur l'accélérateur. La voiture ne ralentit pas en entrant sur la rampe de l'aéroport. Les pneus crissèrent dans un virage, la carrosserie de la voiture s'inclinant. La force centrifuge le pressa contre la porte du conducteur. Il ne lâcha pas. Les lumières de l'aéroport se rapprochèrent. Les grandes lettres illuminées Terminal 4 étaient aveuglantes. 19h. 12 minutes depuis la publication d'Evelyne. Julien freina brutalement juste à l'entrée du niveau des départs du terminal. Les pneus laissèrent un dernier cri perçant contre le béton. Avant même que la voiture ne soit complètement arrêtée, il ouvrit la porte en grand et courut. Monsieur. Un agent de sécurité, surpris, se précipita après lui. Monsieur, vous ne pouvez pas vous garer ici. Julien repoussa la main de l'agent et courut dans le terminal sans regarder en arrière. Le hall des départs du terminal 4 était brillamment éclairé. Un immense tableau d'information des vols scintillait au-dessus, une grille dense de chiffres et de lettres changeant constamment. Les voyageurs tiraient des valises. Certains somnolaient dans des chaises, d'autres faisaient la queue au comptoir d'enregistrement. Une voix d'annonce résonnait dans le vaste hall. Le vol Air France AF7 à destination de Paris est maintenant en processus d'embarquement final. Julien se tenait au milieu du hall, haletant lourdement. Il avait laissé sa veste dans la voiture. Sa chemise blanche était encore retroussée jusqu'au coude. Sa cravate était de travers. Ses cheveux en désordre à cause de la course. Il avait l'air d'un animal acculé, les yeux injectés de sang, la poitrine haletante. Les gens autour de lui commencèrent à le fixer. Quelqu'un le reconnut. Et, n'est-ce pas le gars de Croft Corp? Ouais, celui qui est tendance sur Twitter. Le tricheur. Qu'est-ce qu'il fait ici? N'était-il pas à l'hôpital avec sa maîtresse ou laissez-moi voir? Des téléphones furent levés. Des caméras pointaient sur lui. Julien ne remarqua rien. Ses yeux scrutaient frénétiquement le tableau d'information des vols. 18h. 19h. Paris. Il le trouva. AF7. d'Est Paris CDG. Départ prévu 19h05. Porte B23. Statut embarquement. Embarquement. Le mot frappa ses yeux et son cœur se sentit saisi dans un point. Il y avait encore une chance. Elle n'était pas encore partie. Il se mit à courir. Du hall des départs à la porte B23, il devait passer par la sécurité, la zone duty-free et un long couloir. C'était une marche de 15 minutes à rythme normal. Julien courut. Ses chaussures de ville martelaient le sol en marbre, chaque pas un lourd bruit sourd qui résonnait dans le couloir.
Il poussa les gens, renversa une publicité debout. Le panneau s'écrasa au sol et une femme de ménage hurla. Désolé, excusez-moi, dégagez. Sa voix était rauque, un goût métallique dans la gorge. Le panneau pour la porte B23 apparut. 180 mètres. 90 mètres. 45 mètres. Il fit irruption dans la zone de la porte et ses pas s'arrêtèrent soudainement. La porte B23 était vide. Une seule agente de porte rangeait des papiers au comptoir. Entendant les pas, elle leva les yeux, surprise de voir un homme débraillé et trempé de sueur courir vers elle. « Monsieur, puis-je vous aider ?» La voix de Julien était pratiquement un cri. « Le vol pour Paris, je dois embarquer. » L'agente le fixa un moment, puis jeta un coup d'œil à son écran d'ordinateur avant de le regarder à nouveau. Ses yeux contenaient un mélange de confusion et d'excuses. « Je suis désolé, monsieur. L'embarquement pour le vol à F7 est maintenant fermé. » Julien tituba comme frappé par un coup physique. « Non. C'est impossible. » Le tableau disait embarquement. L'agente montra l'écran d'information au-dessus de sa tête. Il leva les yeux. Le statut pour AF7 venait de passer de embarquement à porte fermée. L'heure indiquait maintenant exactement 19 heures. La porte de l'appareil vient juste d'être fermée. La voix de l'agente était polie mais distante. L'avion va bientôt reculer. Je suis vraiment désolé, mais vous ne pouvez pas embarquer. Julien resta figé sur place. Les gens qui l'avaient suivi, en train de le filmer, arrivèrent maintenant. Ils tenaient leur téléphone en l'air. Caméra braquée sur son dos. Il murmurait, il diffusait en direct, il riait. Il la manquait. Bien fait pour lui. Trop tard pour les regrets maintenant. Je suis en direct, les gens. Tout le monde capture ça. La course à l'aéroport du PDG de Croft Corp, le drame de l'année. Julien se retourna soudain, poussa les badauds et courut vers l'immense paroi vitrée du couloir. Dehors, le tarmac était illuminé comme en plein jour. Un Boeing 777 portant la livrée Air France était lentement repoussé de la porte par un tracteur. Le logo de la compagnie scintillait sous les lumières. Le numéro de vol à F7 était clairement visible sur la queue. Julien appuya les deux mains contre la vitre, toute sa force semblant s'écouler de lui. Il ne pouvait que regarder l'avion s'éloigner de la porte, tourner vers la piste de roulement, devenant de plus en plus petit. Les feux de navigation sur ses extrémités d'ailes clignotaient comme des yeux froids lui faisant un clin d'œil dans l'obscurité. Evelyne. Ses lèvres touchèrent la vitre. Son souffle chaud embua la surface froide. Son téléphone était à l'hôpital. Sa voiture était abandonnée au trottoir des départs. Le monde entier le regardait se ridiculiser. Son père était dans une ambulance à cause de sa colère et l'action de sa compagnie s'était effondrée. Et il se tenait là à regarder l'avion d'Evelyne rouler vers la piste, incapable de rien faire. Quelqu'un s'approcha par derrière. Les pas étaient légers, s'arrêtant à environ 3 mètres derrière lui. « Monsieur. » C'était la voix de Monsieur Davis. Julien ne se retourna pas. Monsieur Davis tendit quelque chose, un nouveau téléphone. L'écran était allumé, affichant un appel actif. L'identifiant de l'appelant indiquait Anya Sharma. « C'est Mademoiselle Sharma, l'avocate de Madame Croft, » dit Monsieur Davis prudemment. « Elle dit qu'elle a quelque chose à vous dire. » Julien tourna lentement son regard, tombant sur l'écran du téléphone. Il le prit et le porta à son oreille. Une voix de femme inconnue, professionnelle au point d'être froide, vint de l'autre bout. « Monsieur Croft, bonsoir. Je m'appelle Anya Sharma. Je représente Mademoiselle Evelyne Reed. Ma cliente m'a donné pleine procuration concernant toutes les questions relatives à votre divorce. Les documents pertinents seront signifiés au siège de la Croft Corporation demain matin à 9 heures précises. » Mademoiselle Sharma fit une pause d'un battement. « Et ma cliente m'a demandé de vous transmettre un message. » La main de Julien tenant le téléphone trembla. « Qu'est-ce que c'est ?» Il n'y avait aucun tremblement dans la voix de Mademoiselle Sharma. Elle a dit que pendant 3 ans elle a cuisiné pour vous, mais vous ne vous êtes jamais assis une seule fois pour un vrai repas. Elle a dit qu'elle a jeté le dîner qu'elle vous avait préparé ce soir, et qu'à partir de maintenant vous ne pourrez plus jamais le manger, même si vous le vouliez. La ligne devint morte. La tonalité bourdonna dans son oreille.
La main de Julien descendit lentement le long de son corps. Dehors par la fenêtre, le vol à F7 accéléra sur la piste, prit de la vitesse et leva le nez. Le fuselage quitta gracieusement le sol et s'élança dans le ciel nocturne. Les lumières sur sa queue clignotaient, devenant de plus en plus petites jusqu'à disparaître complètement dans les nuages. Il se tenait à la fenêtre comme une statue creuse. Derrière lui, les gens filmaient encore. Le chat des diffusions en direct défilait à un rythme frénétique. L'a-t-il rattrapé? Non. L'avion est parti, lol. C'est impayable. Il a perdu sa femme, perdu sa fortune. Les filles, spammons, bien fait pour elles, dans le chat. Julien ne les entendait pas. Tout ce qu'il pouvait entendre étaient les derniers mots de Mademoiselle Charma repassant en boucle. Tu ne pourras plus jamais le manger, même si tu le voulais. Il ferma les yeux et appuya son front contre la vitre froide. C'est notre anniversaire, Julien. Elle l'avait dit. Et quand elle l'avait dit, il était parti. La foule dans le couloir grandissait. Les téléphones formaient une épaisse forêt, tous leurs objectifs braqués sur l'homme près de la fenêtre. Quelqu'un avait même activé la fonction de pourboire sur sa diffusion en direct. Des cadeaux animés explosaient sur l'écran, fusées, voitures de sport. Le chat était un mur solide de texte. Regardez bien, tout le monde. C'est le PDG de Croft Corp en personne. Il vient de sprinter 3 km à travers Jouefka juste pour rater le vol de sa femme. MDR. Si audacieux quand sa maîtresse accouchait de son enfant, regardez-le maintenant la poursuivre. Pathétique. Evelyne, oui, reine. Divorce-le et prends la moitié. Fais-le faillite. Bon sang, il est vraiment beau quand même. C'est comme ça qu'il s'en sort avec ses infidélités. Julien bloqua le bruit. Il se tenait là, front pressé contre la vitre, yeux fixés sur la piste vide où le vol à F7 avait disparu. Tout ce qui restait était quelques étoiles faibles et les lumières guides de la piste, qui s'éteignaient maintenant une par une. Monsieur Davis se tenait à 3 mètres derrière lui, désemparé. Il jeta un coup d'œil au dos de Julien, puis à la foule grandissante. La sueur sur son front continuait de couler. Il fit un demi-pas en avant et baissa la voix. « Monsieur, il y a trop de monde ici. Nous devrions partir. La voiture est encore au trottoir des départs. La sécurité a dit qu'il la remorquerait si nous ne la déplaçons pas maintenant. » Julien ne bougea pas. Monsieur Davis serra les dents et s'approcha. « Monsieur, le bureau du président vient d'appeler. Il s'est effondré à l'hôpital. Sa tension artérielle a atteint 230. Il s'occupe de lui maintenant. Votre mère a dit de revenir immédiatement. » Ces mots percèrent la conscience de Julien comme une aiguille. Son corps trembla légèrement. Enfin, une réaction. Il se retourna lentement. La foule s'agita. Il se retourne. Oh mon Dieu, ses yeux sont si rouges. A-t-il pleuré? Il a totalement pleuré. Les yeux de Julien étaient en effet rouges, non pas à cause des larmes mais à cause de vaisseaux sanguins éclatés couvrant le blanc de ses yeux d'une fine toile rouge comme un désert calciné. Sec, brûlé et sans vie. Ses cheveux étaient collés à son front par la sueur. Sa chemise était froissée et sa cravate jetée par-dessus son épaule. Le PDG de la Croft Corporation, le plus jeune et le plus doré rejeton du monde des affaires de la ville, avait maintenant l'air d'un chien errant repêché de la rivière. Il leva une main et repoussa lentement ses cheveux de son front. Et puis il fit quelque chose qui fit taire tout le monde. Il s'agenouilla. Les 2 genoux heurtèrent le sol en marbre froid du couloir avec un bruit sourd. Le bruit de la foule mourut instantanément. Même le chat de la diffusion en direct sembla s'arrêter. Monsieur Davis se figea, la bouche ouverte. Julien s'agenouilla devant l'immense paroi vitrée face à la piste vide et au ciel noir d'encre. Son dos était droit, ses mains pendant à ses côtés serrés en poings serrés, ses jointures blanches. Il ne dit rien. Pas un seul mot. Mais tout le monde comprit. Il ne s'agenouillait pas pour eux ou pour leurs caméras ou pour leurs regards indiscrets. Il s'agenouillait pour l'avion qui était déjà parti. Pour la femme dans cet avion, la femme qu'il avait négligée pendant 3 ans. Pour le dîner qui avait été jeté à la poubelle. Pour les mots qu'il n'avait pas entendus ce matin. C'est notre anniversaire. As-tu capté ça? Est-ce que quelqu'un? Murmura.
En train de filmer. C'est mieux qu'un film. Le chat explosa à nouveau. Il s'agenouille. Et alors? Est-ce que ça efface 3 ans de négligence? Ne tombez pas dans le panneau, mesdames. Le meilleur jeu d'acteur d'un homme est quand il est à genoux. Il a l'air assez brisé, pourtant. Brisé. Il n'avait pas l'air si brisé quand sa maîtresse avait son enfant. Julien s'agenouilla pendant 3 minutes entières. Puis il se leva. Le mouvement était lent comme si ses genoux s'étaient bloqués. Son corps vacilla une fois avant qu'il ne retrouve son équilibre. Il ne regarda personne, marchant droit vers M. Davis et prenant le nouveau téléphone de sa main. L'écran était encore allumé, montrant plus de 99 notifications non lues. Toutes d'une seule personne, Evelyn Reed. Mais ce n'étaient pas des messages envoyés à lui. C'étaient des captures d'écran que M. Davis avait prises du compte de médias sociaux privés d'Evelyn. 3 ans. 3 ans de publication. Toutes liées à lui. La première publication. Il y a 3 ans, le 15 mars. Une photo d'une main tenant un verre de vin rouge avec un arrière-plan de pétales de roses éparpillés. La légende. Jeune mariée. Elle venait juste de l'épouser alors. Ses yeux plus brillants que le vin dans son verre. La deuxième publication. Juin de cette année-là. Une photo d'une assiette de pétoncle brûlé. La légende. Première tentative de faire son plat préféré. Un échec. Il a dit qu'il ne le mangerait pas et que la gouvernante le refasse. Mais j'ai définitivement vu une pointe de sourire dans ses yeux. Plus d'entraînement nécessaire. La troisième publication. Fête de l'Action de grâce cette année-là. Une photo d'une table chargée de nourriture. Pétoncle, steak, poisson. Le dressage était exquis. La légende, j'ai tout fait aujourd'hui. Il a enfin pris une bouchée. Juste une bouchée. Mais il l'a mangée. Suivi de 3 émojis souriants. La quatrième publication. Hiver de cette année-là. Pas de photo, juste une ligne de texte. Il a dit qu'il se sentait malade aujourd'hui. J'ai passé 4 heures à lui faire une soupe au poulet. Il a pris une cuillerée et a dit que c'était trop fade. Et a dit à la gouvernante de faire une autre marmite. Il n'a pas mangé sa soupe non plus. J'ai tout bu la mienne. Ce n'était pas fade du tout. Vraiment. La 5e, la 6e, la 7e. Julien fit défiler les unes après les autres. Ses mains tremblaient de plus en plus. Sous chaque publication il y avait des commentaires. Des blagues d'amis communs, de la pitié de sa meilleure amie, des condoléances d'étrangers. Mais Evelyn ne répondait jamais à personne. Elle enregistrait simplement. Enregistrant tranquillement ce mariage que seule elle essayait de maintenir. L'avant-dernière publication datait d'il y a 3 mois. Une photo de la couverture de l'accord de divorce. Pas de légende. La dernière publication était aujourd'hui. 18h04 6 secondes. Pas de photo. Pas de texte. Juste une balise de localisation. Aéroport international JFK, Terminal 4. Sous la balise le système avait automatiquement affiché la distance. Vers Paris, 9238 km. Julien fixa ce nombre et puis il se mit à rire. Le son était pressé hors de sa gorge, rauque et sec, plus douloureux à entendre que des pleurs. Il rit. Et les coins de ses yeux devinrent douloureux. Il rit et là maintenant le téléphone trembla violemment. Il rit jusqu'à se plier en deux comme une bête qui avait été poignardée. 5738 miles. Il murmura le nombre, sa voix à peine audible. Tu t'es mise en exil à 9238 km juste pour t'éloigner de moi. Monsieur Davis se tenait à ses côtés, ne sachant pas quoi dire. Il ne pouvait que baisser la tête et faire semblant de regarder le sol. Julien rendit le téléphone à Monsieur Davis. Ses yeux étaient rouge sang, mais il n'avait pas versé une larme. Allons-y, dit-il, juste ces 2 mots et il se tourna pour marcher vers la sortie du terminal. La foule s'écarta pour lui. Les caméras de téléphone suivirent son dos jusqu'au trottoir des départs. La Maybach de Julien était encore là, garée de travers, la porte du conducteur grande ouverte, la clé encore sur le contact. Un agent de sécurité était au téléphone, mais voyant Julien approcher,
il raccrocha rapidement et s'avança. « Monsieur, cette voiture. » Julien sortit son portefeuille de sa poche et pressa une épaisse liasse de billets dans la main de l'agent. « Faites-la remorquer. N'importe où. » Sur ce, il ouvrit la porte arrière et monta. S'adossant au siège et fermant les yeux. Monsieur Davis monta rapidement sur le siège du conducteur et démarra le moteur. La voiture s'éloigna lentement du terminal 4. La foule derrière filmait encore, les chats défilant encore, mais Julien ne pouvait plus les voir. Il s'adossa au siège, les yeux fermés. Les lumières de la rue clignotaient sur son visage, lumière et ombre. Ses lèvres bougèrent. Monsieur Davis jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, mais ne put entendre ce qu'il disait. En fait, il parlait. « C'est notre anniversaire, Julien. » Julien l'avait enfin entendu. Mais la personne qui l'avait dit était déjà à 9000 mètres d'altitude, à 9238 km sur un vol aller simple vers Paris. Elle VIP de l'hôpital Le Knox-Hill. Natalia Rossi était allongée dans son lit d'hôpital, fixant le vide au plafond. Le bébé avait été emmené par une infirmière, la laissant seule dans la chambre. La perfusion goûtait une goutte à la fois et le moniteur à côté de son lit bipait rythmiquement. Elle était dans cette position depuis près de 20 minutes. Julien était sorti en courant. Depuis qu'elle avait hurlé jusqu'à en perdre la voix, jeté des oreillers et cassé le verre d'eau de sa table de chevet. Puis elle était devenue silencieuse. Silencieuse comme de l'eau calme. Son téléphone était à côté de son oreiller, écran vers le bas. Elle n'avait pas le courage de le regarder. Elle n'avait pas le courage de voir les sujets tendances, les commentaires, de voir comment des dizaines de millions de personnes la maudissaient. Maîtresse, briseuse de ménage, chercheuse d'or. Elle connaissait les mots qu'ils utiliseraient sans même regarder. Mais elle n'avait jamais imaginé que la personne qui ferait exploser tout cela serait Evelyn Reed. Evelyn. Dans le souvenir de Natalia, cette femme était toujours une ombre faible. Pendant les 3 ans où elle était mariée à Julien, elle n'avait jamais assisté à aucun événement social. Jamais apparue au gala de la société. Même aux fêtes annuelles de la Croft Corporation, elle montrait rarement son visage. Quand elle était photographiée, elle regardait toujours vers le bas, suivant Julien. Ses vêtements étaient discrets, son sourire faible. Comme de la fumée qui pouvait se dissiper à tout moment. Natalia ne l'avait jamais considérée comme une menace. Quel droit avait une femme d'une famille modeste avec un physique seulement correct et une personnalité docile de s'asseoir à la place de Madame Croft? Elle, Natalia Rossi, était celle qui avait grandi avec Julien. La première fille qu'il ait jamais tenue par la main, le nom qu'il appelait quand il était ivre. La place de Madame Croft aurait dû être la sienne. Alors, elle avait été patiente. Elle avait comploté lentement. Ramenant Julien à ses côtés. 3 ans d'appels tard le soir, de rencontres accidentelles et de captures d'écran de messages soigneusement préparés envoyés par erreur. En juin dernier, elle était tombée enceinte. Le jour où elle avait eu la confirmation, elle s'était tenue devant le miroir et avait souri pendant 10 minutes d'affilée. Avec cet enfant, Julien ne pourrait pas s'échapper. Mais elle n'avait jamais pensé qu'Evelyn n'était pas de la fumée. Evelyn était une lame qu'elle avait gardée cachée pendant 3 ans. Quand une lame est dans son fourreau, personne ne connaît sa tranchant. Une fois tirée, elle ne te donne pas le temps de réagir. La porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit. Une infirmière entra en tenant le bébé, une expression prudente sur le visage. Madame. Le bébé a été nourri et fait rôter. Il dort profondément maintenant. Voulez-vous le tenir? Natalia tourna lentement la tête. Son regard tomba sur le petit corps enveloppé dans la couverture jaune. Son fils. Le fils qu'elle avait porté pendant 10 mois et enduré 8 heures de travail pour. Elle tendit les bras et le prit. Son visage était encore ridé et rougeâtre. Ses yeux étaient fermés, sa petite bouche légèrement ouverte. Natalia baissa les yeux sur lui et ses yeux se mouillèrent soudain. « Ton père est parti » murmura-t-elle, sa voix rauque. « Le jour de ta naissance, ton père a couru après une autre femme. Il ne t'a même pas tenu une fois de plus. Il t'a poussé vers une infirmière et est parti. Comme en jetant quelque chose d'insignifiant. » L'infirmière se tenait à côté, ne sachant pas quoi faire. Juste à ce moment, la porte s'ouvrit à nouveau. Cette fois ce n'était pas une infirmière. C'était Catherine Croft. La mère de Julien.
L'épouse du président de la Croft Corporation. La matriarche notoirement difficile de la haute société new-yorkaise. Elle portait un tailleur Chanel vert foncé, ses cheveux parfaitement coiffés, son maquillage impeccable comme si elle s'apprêtait à assister à une réunion du conseil. Mais ses yeux, les mêmes yeux que ceux de Julian, la trahissaient. Ils brûlaient d'une rage sur le point d'exploser. 2 agents de sécurité de la Croft Corporation la suivaient. En voyant Natalia, elle serra instinctivement le bébé dans ses bras plus forts. « Mère. N'ose pas m'appeler comme ça », la voix de Catherine était froide comme un vent de congélateur. « Tu n'en as pas le droit. » Elle marcha jusqu'au chevet dans ses talons, regardant Natalia de haut. Son regard était comme une lame froide passant du visage de Natalia au bébé et inversement. « L'enfant, c'est celui de Julian, » dit Natalia en se mordant la lèvre. « En es-tu sûr ? » « J'en suis sûr. » Catherine resta silencieuse pendant 3 secondes. Puis elle tendit soudain la main et tira la couverture du bébé. Natalia s'écria, « Que faites-vous » Catherine l'ignora en étudiant attentivement le visage du bébé. Ses sourcils, son nez, sa bouche, la forme de ses oreilles. Puis elle le recouvrit et se redressa. « Il a un peu de Julian en lui, je te l'accorde. » Sa voix était encore froide. « Mais qu'est-ce que cela change ? Un enfant illégitime ne sera jamais inscrit au registre de la famille Croft. » Le visage de Natalia devint blanc. « Mère, Julian a promis. » « Promis quoi ?» Catherine la coupa, sa voix s'élevant soudain. « Qu'il t'épouserait ? Qu'il t'accueillerait dans notre famille ? Natalia, es-tu délirante ? Sais-tu quel genre de famille sont les Croft ? Et qui es-tu ? Une femme qui a été avec Dieu sait combien d'hommes qui a des enfants illégitimes éparpillés dans le monde et tu oses rêver d'entrer dans notre famille. » Natalia trembla. « De quoi parlez-vous ? » Catherine ricana et prit une pile de papier d'un garde en les jetant sur la couverture devant Natalia. « Vois par toi-même. Ton passé sordide. Les gens ont tout déterré. » De ses mains tremblantes Natalia prit les papiers. La première page était un avis juridique d'un milliardaire de Hong Kong exigeant une pension alimentaire pour une fille que Natalia avait mise au monde en 2019. La deuxième page était un accord de règlement avec un magnate de l'immobilier argent versé pour la faire taire sur son enfant illégitime. La troisième page était une citation à comparaître. La plaignante était l'épouse d'un gestionnaire de fonds spéculatifs poursuivant pour aliénation d'affection. 3 documents, 3 enfants, 3 hommes différents. Les mains de Natalia tremblaient si fort que les papiers glissèrent de ses doigts et s'éparpillèrent sur le sol. « Mensonge, murmura-t-elle. Ce sont tous des mensonges. C'est l'œuvre d'Evelyne. Elle a tout fabriqué pour me ruiner. » Fabriqué ? Le rire de Catherine fut encore plus froid. Les numéros de dossier publics sur ces documents sont tous vérifiables dans le système judiciaire. Et tu appelles cela fabriqué, Natalia ? Tu sembles sous-estimer l'équipe juridique de la Croft Corporation. Natalia ouvrit la bouche mais aucun son ne sortit. Le bébé dans ses bras s'agita et laissa échapper un petit cri. Le regard de Catherine revint sur le nourrisson. Elle le regarda longtemps, son expression compliquée. Enfin elle parla, sa voix plus basse mais le froid en elle encore plus profond. La Croft Corporation prendra l'enfant. Après un test ADN, s'il est confirmé être du sang de Julian, nous l'élèverons. Mais toi, elle fit une pause. Tu ne mettras jamais les pieds dans notre famille. L'enfant que tu as mis au monde t'appellera tante et tu ne seras rien pour lui pour le reste de sa vie. Sur ce, Catherine tendit la main et prit simplement le bébé des bras de Natalia. Natalia se débattit sauvagement en essayant de le reprendre, mais elle venait d'accoucher et n'avait pas de force. Les 2 gardes la retinrent facilement. « Non, ne prenez pas mon bébé, » hurla Natalia. « C'est mon fils. Je l'ai mis au monde. Vous ne pouvez pas faire ça. » Catherine marcha vers la porte en tenant le bébé et s'arrêta sans se retourner. « Tu l'as mis au monde, oui. Pendant que tu l'accouchais, son père poursuivait une autre femme. Pendant que tu l'accouchais, le monde entier t'appelait maîtresse. Pendant que tu l'accouchais, la valeur boursière de la Croft Corporation s'est évaporée de milliards. Ton existence même n'a apporté à cet enfant que de la honte dès le premier jour de sa vie. » La porte se ferma. Le bruit des talons s'éloigna dans le couloir et avec lui le faible son d'un cri de bébé. Natalia était clouée au lit, ses mains encore tendues.
Ses lèvres tremblaient violemment tandis que des larmes coulaient de ses yeux trempant l'oreiller. Julian Croft, pressa-t-elle le nom hors de sa gorge, sa voix comme du tissu qui se déchire. Julian Croft. Ses cris résonnèrent dans l'aile VIP pendant un long moment. À partir de ce soir, elle n'avait plus rien. Julian était parti, son enfant lui était enlevé, et son passé était étalé devant des dizaines de millions de personnes. Et la cause de tout cela était Evelyn Reed. La femme qu'elle n'avait jamais considérée une seule fois comme une menace. Les cris de Natalia s'estompèrent lentement en sanglots puis les sanglots s'arrêtèrent. Elle était allongée sur le lit, les yeux grands ouverts, fixant le plafond exactement comme elle l'avait été 30 minutes plus tôt. Sauf que cette fois ses yeux étaient complètement vides. Vol Air France AF7 première classe. Evelyn s'adossa dans son siège, un verre de champagne à la main. Le liquide ambré tourbillonnait, les bulles montant en un flux régulier pour éclater à la surface. Elle ne but pas, se contentant de les regarder. Dehors la couche de nuages était une mer argentée sous le clair de lune vaste et sereine. Une hôtesse de l'air s'approcha. « Madame, dois-je préparer votre siège pour dormir ?» Evelyn secoua la tête. « Non, merci. Je ne vais pas dormir. » « Très bien. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. » L'hôtesse de l'air se retira. Evelyn posa son champagne et sortit son téléphone de son sac. Il avait été éteint pendant des heures. Il semblait froid et lourd. Son pouce plana au-dessus du bouton d'alimentation. Elle appuya dessus. L'écran s'alluma avec le logo Apple. Quelques secondes plus tard l'écran d'accueil apparut. Le nombre de notifications lui fit hausser un sourcil. 137 appels manqués. 99 plus. Message texte. 99 plus. Message WhatsApp. Elle ouvrit d'abord ses messages textes. Le plus récent était de 1h22 du matin de Julian. Evelyn, où es-tu? Pas de ponctuation. Le deuxième message 1h23 du matin. Réponds à ton téléphone. Le troisième 2h04 du matin. S'il te plaît. Le quatrième 2h05 du matin. Evelyn. Juste son nom. Le doigt d'Evelyn s'arrêta. En 3 ans de mariage Julian ne l'avait jamais appelée juste Evelyn. C'était toujours Evelyn Reed. Pendant un mois entier après leur mariage il l'avait appelée comme ça. Ce n'était qu'après qu'elle lui ait demandé d'utiliser simplement son prénom qu'il avait commencé à l'appeler Evelyn. Formel. Professionnel. C'était la première fois. Juste son nom. Elle sourit faiblement et ne répondit pas en continuant à faire défiler. 1h30 du matin. Je suis assis à l'aéroport depuis 4 heures. 1h35 du matin. Ils ont essayé de me faire partir. Je ne suis pas parti. 1h40 du matin. J'ai acheté un billet pour le prochain vol pour Paris. C'est demain à 15h. 1h45 du matin. Je sais que tu es sur ce vol. Ce n'est pas grave si tu ne réponds pas. Je viens. Le doigt d'Evelyn s'arrêta. Le prochain vol. Il avait acheté un billet. Elle ouvrit WhatsApp. La conversation de Julian était en montrant 47 messages non lus. Elle commença depuis le début. Le premier message datait de la veille à 19h03, moins de 10 minutes après qu'elle ait éteint son téléphone. Evelyn, que signifie cette publication Instagram? Explique-toi. David t'a envoyé cette photo, n'est-ce pas? L'as-tu achetée? Depuis combien de temps enquêtes-tu là-dessus? Environ 20 minutes plus tard, je suis sorti de l'hôpital. Je suis en route pour l'aéroport. Ton téléphone est éteint. Tu fais ça exprès, n'est-ce pas? Le ton commença à changer. Evelyn, parlons simplement. Ne pars pas. Ça fait 3 ans. Tu ne peux pas juste partir sans un mot. Tu dois au moins me donner une chance de te parler face à face. Je sais que j'ai eu tort. Je sais que je suis un salaud. Mais ce n'est pas la façon. Tu ne peux pas ne même pas me donner une chance de m'excuser. Evelyn, tu écoutes? Tu ne peux pas faire ça. Evelyn posa son téléphone et prit une gorgée de champagne. C'était froid, les bulles éclatant sur sa langue. Aigre et légèrement sucré. En 3 ans elle avait appris beaucoup de choses.
Comment dîner seul dans un manoir vide? Comment sourire sous le regard froid de sa belle-mère? Comment faire semblant de ne pas voir les photos de tabloïds de Julian et Natalia? Mais elle n'avait jamais appris à boire. Ce soir était la première fois. Elle découvrit qu'elle tenait bien l'alcool. Au moins sa main ne tremblait pas tandis qu'elle lisait ses messages. Le téléphone vibra à nouveau. Un nouveau message WhatsApp. Julian envoyé à 3 heures du matin. Je suis à l'aéroport. Une photo était jointe. Elle montrait l'immense paroi vitrée du hall des départs du terminal 4. Dehors était le tarmac tard dans la nuit. Dans le reflet sur la vitre se trouvait le photographe. Un homme était assis par terre, le dos contre la vitre, une jambe pliée, l'autre étendue. Sa cravate était lâche, sa chemise était Julian. Il était assis exactement à l'endroit où des heures plus tôt il s'était agenouillé. Evelyne regarda la photo longtemps. Puis elle fit une chose. Elle glissa vers la gauche supprimer la conversation. Son pouce appuya sans une hésitation. La conversation disparut. Le dernier lien entre eux fut coupé aussi proprement qu'un fil tranché. Evelyne retourna son téléphone face contre la petite table. Elle prit son champagne et le but gorgée par gorgée. Quand une hôtesse de l'air passa, elle leva son verre vide et sourit. Un autre, s'il vous plaît. L'hôtesse de l'air surprise un moment, sourit et hocha la tête. Bien sûr, madame. Le champagne fut rempli à nouveau. Evelyne leva son verre vers la mer de nuages dehors par la fenêtre. À quoi portait-elle un toast? Aux 3 ans de pétoncle revenu dans la cuisine. Au dîner qui avait été jeté. Aux publications de médias sociaux qui n'avaient jamais reçu de réponse. Aux mots qu'il n'avait pas entendus ce matin. À l'avion qui l'emmenait à 9238 km. À l'homme à la cravate de travers assis par terre à l'aéroport. À la fin. Et au commencement. Les coins de sa bouche se relevèrent en une courbe qui grandit et grandit jusqu'à devenir un large sourire brillant. Un sourire qu'elle n'avait pas porté depuis 3 ans. Elle sourit et les coins de ses yeux devinrent un peu rouges, mais il n'y eut pas de larmes. Pas une seule. Siège de la Croft Corporation. Réunion d'urgence du conseil d'administration. 4 heures du matin. La tour de verre de 68 étages aurait dû être sombre, occupée seulement par des agents de sécurité et des équipes de nettoyage. Mais ce soir elle était enflammée de lumière du parking au hall aux ascenseurs. Une douzaine de berlines noires étaient garées devant. L'atmosphère dans la salle du conseil au 48e étage était comme une marmite sur le point de déborder. Tous les 12 membres du conseil étaient présents. Certains portaient des costumes enfilés à la hâte. Certains étaient encore en pyjama sous leur manteau. Le cendrier devant un directeur était déjà plein de mégots de cigarettes, mais personne ne parlait. Ils attendaient tous 2 personnes. La première était Harrison Croft, fondateur et président de la Croft Corporation, le père de Julian. Selon son assistant, la tension artérielle du président avait grimpé à 230 au moment où le scandale avait éclaté. Il avait été emmené d'urgence à Lenox, il n'avait pas encore été libéré. La seconde était Julian Croft, le PDG, la cause de toute cette catastrophe. Et il n'avait pas encore montré son visage. La porte de la salle du conseil s'ouvrit. Tout le monde leva les yeux. Ce n'était pas Julian. C'était Catherine Croft, vice-présidente de la Croft Corporation, l'épouse de Harrison Croft, la mère de Julian. Elle avait changé son tailleur vert de l'hôpital pour un tailleur noir de pouvoir. Son rouge à lèvres était un rouge sans foncer. Il y avait des cernes sous ses yeux que même le correcteur ne pouvait cacher, mais son regard était dur comme l'acier. 2 assistants la suivaient en portant d'épais classeurs. Catherine marcha jusqu'à la tête de la table à la place de Harrison. Elle se tint derrière, les mains sur la table, et balaya du regard tous ceux présents. Le président est encore à l'hôpital. Je présiderai cette réunion. Personne n'objecta. Catherine Croft n'était pas une simple figure de proue. Elle avait aidé à construire cet empire avec Harrison depuis le début. D'abord, le cours de l'action, commença-t-elle d'une voix dépourvue d'émotion. À 19h03 ce soir, 16 minutes après la publication Instagram d'Evelyn Reed, notre action a commencé à chuter. À la clôture du marché il y a 30 minutes, la Croft Corporation a perdu 5 milliards de dollars en capitalisation boursière. L'air dans la pièce se figea. 5 milliards de dollars en 3 heures. Ensuite,
l'opinion publique, continua-t-elle en prenant un dossier d'un assistant. Sur les 10 sujets tendances sur Twitter, 6 sont liés à nous. Numéro 1 Julian Croft infidélité. Numéro 2 Scandale Croft Corporation. Numéro 3 Divorce Evelyn Reed. Numéro 4 Crash Action CRFT. Natalia Rossi exposée. Julian Croft s'agenouille. Nous sommes numéro 1 sur toutes les plateformes. Elle jeta le dossier sur la table. En 37 ans, la Croft Corporation n'a jamais été aussi célèbre. Un directeur marketing prit la parole. Madame la vice-présidente, notre priorité doit être la gestion de crise. Je propose que nous publions une déclaration immédiate affirmant que les photos sont fabriquées et que les rumeurs sont malveillantes. Les photos sont réelles. Catherine le coupa. Le directeur se tut. Les images de vidéosurveillance sont réelles. Les images de dashcam sont réelles. Le test de paternité est réel. La photo devant la salle d'accouchement est aussi réelle. Ce sont tous les chefs d'œuvre de mon fils. Sa voix était terrifiante de calme. Alors, ne pensez même pas à nier. Un déni ne fera qu'empirer les choses. Ce que nous devons faire maintenant n'est pas nier, mais séparer. Séparer, demanda un autre directeur. Comment deux fronts? Catherine leva 2 doigts. D'abord, nous établissons que les actions personnelles de Julian Croft sont séparées de la Croft Corporation. À compter d'aujourd'hui, nous publierons une déclaration suspendant Julian de ses fonctions de PDG. J'agirai en tant que PDG par intérim. Nous formerons un comité indépendant pour enquêter sur toutes les intersections entre ses finances personnelles et les comptes de l'entreprise. Elle fit une pause. Deuxièmement, Natalia Rossi. Je veux que chaque information négative sur cette femme soit diffusée largement. Ses poursuites passées, ses accords de silence, ses enchevêtrements financiers avec d'autres hommes. Nous n'avons même pas besoin de les créer. Internet les déterre déjà. Notre travail est de détourner l'attention des médias de la Croft Corporation vers elle. Quelqu'un hésita. N'est-ce pas un peu cruel? La femme vient d'accoucher. Catherine lui lança un regard froid. L'enfant qu'elle a mis au monde peut être du sang Croft, mais je ne lui ai pas demandé de l'accoucher. Elle a choisi son chemin. Elle doit aussi en accepter les conséquences. Personne d'autre ne parla. Juste au moment où Catherine allait continuer, la porte s'ouvrit à nouveau. Cette fois tout le monde se leva. C'était Harrison Croft. Il n'était pas dans un fauteuil roulant ni soutenu par qui que ce soit. Il portait une blouse d'hôpital bleue et blanche avec un manteau en cachemire gris foncé par-dessus. Un bandage était encore sur le dos de sa main gauche à cause d'une perfusion. Son visage était cendreux, ses lèvres exsangues, mais ses yeux brûlaient d'une lumière effrayante. Un médecin en blouse blanche le suivait en suppliant à voix basse. « Le président, votre tension artérielle n'est pas stable. Vous ne devriez vraiment pas être ici. » Harrison Croft ne dit que 2 mots. « Sortez. » Le médecin se retira. Harrison marcha jusqu'à la tête de la table. Catherine s'écarta. Il s'assit. Tous les autres suivirent. Son regard balaya lentement la pièce, atterrissant enfin sur la chaise vide, la chaise de Julian. Où est-il? Personne n'osa répondre. Je demande, où est mon fils? Catherine répondit à voix basse. Nous ne pouvons pas le joindre. Son téléphone est cassé et le GPS dans sa voiture est éteint. Monsieur Davis a dit que la dernière fois qu'il l'a vu était à l'aéroport vers 2 heures du matin. L'aéroport, répéta Harrison, puis il rit d'un rire sec et grinçant. Excellent. Vraiment excellent. Mon fils, le fils de Harrison Croft, s'agenouille dans un aéroport pour une femme diffusée en direct au monde entier. 5 milliards de dollars, 37 ans de travail. Il s'est agenouillé pendant 3 minutes et a perdu 5 milliards de dollars. Il frappa soudain du poing sur la table. Un verre d'eau sauta et se renversa. Trouvez-le. Ramenez-le ici de force s'il le faut. Si je découvre qu'il est allé à Paris après cette femme, avant qu'il ne puisse finir, son corps vacilla. Catherine se précipita pour le soutenir. La main de Harrison agrippa le bord de la table, ses jointures blanches. Ses lèvres tremblèrent et la couleur quitta son visage à un rythme visible. Harrison. La voix de Catherine changea. Appelez le médecin. Quelqu'un appelle le médecin.
La salle du conseil descendit dans le chaos. Le médecin se précipita à nouveau, suivi d'une infirmière avec un chariot d'urgence. La pièce se transforma instantanément en une salle d'urgence. Le moniteur EKG commença son bip strident. Et Julian Croft, l'homme qui avait causé tout cela, était assis par terre dans le couloir de l'aéroport, le dos contre la paroi vitrée. Dans sa main, il serrait un billet pour Paris. Le vol était pour 15 heures cet après-midi. 10 heures à attendre. Il ne savait pas que son père était dans un état critique. Il ne savait pas que sa mère portait le destin de l'entreprise pour lui. Et il ne savait certainement pas qu'Evelyn avait déjà supprimé leur conversation. Il ne savait qu'une seule chose. Il devait la trouver. Il devait aller vers elle même s'il devait s'agenouiller. Elle VIP de l'hôpital le Knox Hill. 5 heures du matin. Le ciel dehors était encore d'un bleu marine foncé. Natalia était réveillée. Elle était restée allongée dans cette position toute la nuit. Après que Catherine ait pris le bébé, elle avait hurlé, pleuré et cassé des choses. Une infirmière était venue et lui avait donné un sédatif, mais après que le médicament se soit dissipé, elle n'avait plus fait un son. Elle était juste allongée là, un cadavre respirant. Son téléphone était de retour dans sa main, la lumière de l'écran illuminant son visage horriblement pâle. Ses yeux étaient secs. Plus une seule larme restante. Elle lisait les sujets tendances. Le monde entier la maudissait. Le sujet Natalia Rossi exposé était monté à la 3e place. Quelqu'un avait déterré le procès d'il y a 10 ans avec le milliardaire de Hong Kong. Quelqu'un avait trouvé des photos d'elle à l'université avec le magnate de l'immobilier. Quelqu'un avait même trouvé les dossiers hospitaliers de quand elle avait accouché de son premier enfant, y compris une copie du certificat de naissance. Le nom dans le champ du père n'était pas Julian Croft. Tout était vrai. Tout ce qu'elle avait caché pendant une décennie avait été déterré en une seule nuit. Le doigt de Natalia bougea lentement sur l'écran. Elle lut tout. Sans expression. Puis elle passa un appel. Cela sonna longtemps avant qu'une voix masculine endormie et irritée ne réponde. « Allô, qui est-ce, monsieur Feldman ?» La voix de Natalia était rauque, mais étrangement calme. « C'est moi, Natalia Rossi. » Il y eut un silence de 2 secondes à l'autre bout, puis un bruit de froissement. « Mademoiselle Rossi, savez-vous quelle heure il est ?» Oui. Le regard de Natalia était encore fixé au plafond. « Mais mon enfant m'a été enlevé, et mon nom a été traîné dans la boue sur Internet toute une nuit. Pensez-vous vraiment que je peux attendre jusqu'au matin pour passer cet appel ?» Feldman soupira. « Je l'ai vu. Les nouvelles, les sujets tendances. Que puis-je faire pour vous ?» 3 choses. La voix de Natalia était comme un couteau émoussé frottant contre la pierre. D'abord, poursuivre la Croft Corporation pour enlèvement d'enfants. J'ai mis 7 enfants au monde. Jusqu'à ce qu'un test ADN prouve le contraire, ils n'ont pas le droit de me le prendre. Tout le processus de Catherine Croft faisant irruption dans ma chambre avec des gardes et prenant le bébé est sur les vidéosurveillances de l'hôpital, et les infirmières sont témoins. Nous gagnerons. Feldman tapait rapidement à l'autre bout. Deuxièmement, poursuivre Julian Croft pour incitation frauduleuse au mariage et exiger une pension alimentaire. Notre relation a duré 3 ans. J'ai toutes les preuves, textos, virements, enregistrement d'hôtel, enregistrement d'appel. Ce n'était pas juste une aventure. C'était une cohabitation stable à long terme en dehors du mariage. Nous avons des motifs suffisants. Feldman arrêta de taper. Mademoiselle Rossi, êtes-vous sûre de vouloir prendre cette voie ? Une fois déposée, il n'y a pas de retour en arrière. Et vu la situation, la Croft Corporation utilisera toutes ses ressources pour vous combattre. Je sais. Et troisièmement, Natalia le coupa, je demanderai 10% des actions personnelles de Julian Croft dans la Croft Corporation comme pension alimentaire pour l'enfant. S'il refuse, j'enverrai un échantillon ADN de mon fils à tous les grands médias du pays et laisserai le monde savoir que l'héritier de la fortune Croft est un enfant qu'ils ont volé. Il y eut un long silence à l'autre bout. Quand Feldman parla à nouveau, sa voix était tendue. Mademoiselle Rossi, savez-vous ce que vaut 10% de la Croft Corporation ? Aux capitalisations boursières actuelles, cela dépasse les 3 milliards de dollars. Je sais. J'ai fait le calcul, répondit Natalia, son ton aussi décontracté que si elle discutait de la météo. Vous êtes folle. Folle.
Natalia rit, un son comme des ongles sur un tableau noir. Monsieur Feldman, savez-vous ce que j'ai abandonné pour Julian Croft? Je l'ai rencontré quand j'avais 14 ans. Nous avons commencé à sortir ensemble à 20 ans, et je suis tombée enceinte de son enfant à 22 ans. Il m'a dit alors, Natalia, attends-moi juste. Je parlerai à ma famille et viendrai te demander en mariage. Son rire s'arrêta. Alors, j'ai attendu. J'ai attendu jusqu'à ce que son père l'envoie à l'étranger, et quand il est revenu, il avait Evelyn Reed à son bras. Sais-tu ce que ça fait? Regarder l'homme que tu as aimé pendant une décennie en épouser une autre. Feldman resta silencieux. Puis il est revenu vers moi. Il a dit qu'il n'aimait pas Evelyn, que c'était un mariage arrangé pour la famille. Il a dit que j'étais la seule dans son cœur. Je l'ai cru. J'ai passé encore 3 ans avec lui. J'ai attendu encore 3 ans. Sa voix baissa. Et maintenant je lui ai donné un fils. Sa femme légale l'a publiquement humilié et s'est enfuie. Et sa mère a fait irruption et volé mon enfant. Et lui, il est à l'aéroport en train d'acheter un billet pour Paris pour la poursuivre. Natalia ferma les yeux. 10 ans, monsieur Feldman. Le résultat de 10 ans d'attente était lui s'agenouillant dans un aéroport pour une autre femme. Penses-tu que je me soucie encore de ne pas pouvoir revenir en arrière? Un long soupir vint de l'autre bout de la ligne. Je comprends. J'ai enregistré vos 3 demandes. Je rédigerai les plaintes dès que le soleil se lèvera et les déposerai avant midi. Mais mademoiselle Rossi, je dois vous avertir. Une fois ces 3 poursuites déposées simultanément, l'opinion publique pourrait se retourner encore plus contre vous. Je m'en fiche. Elle raccrocha. La chambre redevint silencieuse. Natalia se leva du lit, une douleur brûlante traversant son corps. Elle serra les dents, la sueur perlant sur son front, et marcha jusqu'à la fenêtre, tirant les rideaux. La première lumière de l'aube se levait sur la ville. Ses lèvres se tordirent en une courbe étrange. Julian Croft, murmura-t-elle. Tu veux reconquérir Evelyn. Bien. Voyons si tu auras encore l'énergie de la poursuivre après avoir reçu les assignations. Elle marcha jusqu'à la fenêtre. Les premiers rayons de l'aube frappèrent son visage. Evelyn, dit-elle tranquillement à la lumière. Tu pensais que tu pouvais juste me détruire et t'en aller. Mais tu as oublié une chose. Même une réputation en lambeaux peut être recousue. Quand tu reviendras de Paris, nous verrons qui rira en dernier. Aéroport Paris-Charles de Gaulle, 6 heures du matin heure locale. Le vol AF7 atterrit en douceur. Dehors, Paris dormait encore. Les lumières de la piste se brouillaient dans un léger brouillard. Evelyn sortit de la passerelle avec un seul bagage à main. L'air était froid, humide et sentait le café et le pain frais. Un vieil homme dans un coin jouait une chanson folklorique française à l'accordéon. C'était l'odeur de la vie, et cette fois elle lui appartenait. Elle prit un taxi. Le chauffeur comprit son français approximatif et se dirigea vers l'adresse qu'elle donna. La tour Eiffel émergea de la brume dorée du matin. C'était ça. Le taxi s'arrêta devant un immeuble haussmannien dans le Marais. Elle l'avait acheté il y a 3 mois via Madame Sharma. Un appartement au 6e étage avec un petit balcon en fer forgé, d'où on pouvait voir la flèche de Notre-Dame. Elle n'avait pas été sûre de jamais vraiment venir, mais elle l'avait acheté quand même. Un refuge. Une voie d'évasion. L'appartement était petit mais magnifiquement aménagé. Murs blancs, parquet, porte-fenêtre menant au balcon. Les meubles qu'elle avait choisis en ligne étaient déjà en place. Un canapé gris clair, une petite table à manger en chêne, une nouvelle machine à café sur le plan de travail de la cuisine. Tout était prêt. Evelyn sortit sur le balcon et regarda dehors. Paris s'étendait à ses pieds. Toit gris, mur crème. Les cloches de Notre-Dame commencèrent à sonner. 6 heures. Une nouvelle ville, un nouveau temps, une nouvelle aile. Son téléphone vibra. Un message de Madame Sharma. Vous êtes arrivé. Evelyn répondit, oui, je suis là. Un autre message arriva. Croft Corp a perdu 5 milliards en capitalisation boursière la nuit dernière. Harrison Croft s'est effondré pendant la réunion du conseil. Transporté d'urgence à l'hôpital. AVC. Catherine Croft est PDG par intérim. Julian a été suspendu.
Natalia Rossi a été libérée ce matin et se prépare à poursuivre. Evelyne lui ne répondit pas. Un autre message. Julian Croft a un billet pour le vol à F4 cet après-midi. Il est prévu d'atterrir à Paris demain matin à 6h30. Evelyne fixa le message longtemps. Puis elle tapa, quelle différence cela fait-il s'il vient, Madame Sharma? Il voudra vous voir. Evelyne, laissez-le. Laissez-le venir. Laissez-le me trouver. Se tenir devant moi et dire tout ce qu'il veut dire. Elle fit une pause, puis continua à taper. Et puis je lui claquerai la porte au nez. Madame Sharma envoya un emoji pouce en l'air. Evelyne rangea son téléphone et rentra. Elle déballa ses quelques affaires, quelques vêtements, une paire de chaussures plates, son passeport, une carte bancaire, et l'enveloppe Manila contenant une copie de l'accord de divorce, les documents de transfert d'actifs notariés. Et la preuve de propriété de 15% des actions personnelles de Julian dans la Croft Corporation. Elle mit l'enveloppe dans le coffre-fort de la chambre et définit un nouveau code, 0315. Leur anniversaire et le jour où elle était partie. Son téléphone sonna. Un vrai appel, pas une notification. L'identifiant de l'appelant indiquait Julian Croft. Elle le regarda sonner. Elle ne refusa pas, mais ne répondit pas. Cela sonna une douzaine de fois et passa sur messagerie vocale. 10 secondes plus tard cela sonna à nouveau. Et encore. Au 5e essai, cela s'arrêta. Un message texte arriva. Je suis à l'aéroport. Vol à 15h. Je serai à Paris demain matin. Ce n'est pas grave si tu ne veux pas me voir. Je te trouverai. Evelyne posa son téléphone face contre la balustrade du balcon et prit une gorgée de son café. Il était chaud et amer. Elle n'avait pas ajouté de sucre, mais elle sourit. Paris, le lendemain matin, 6h15. Julian fut la première personne à sortir de l'avion. Il s'était changé en pull à col roulé noir et pantalon gris foncé avec un trench coat marine par-dessus. Il s'était rasé. Ses cheveux étaient nets. Il ne ressemblait pas à l'épave qui s'était agenouillée à l'aéroport. Mais ses yeux injectés de sang le trahissaient. Il n'avait pas dormi pendant 13 heures. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait son dos dans la cuisine. Ses publications de médias sociaux sans réponse, son pouce appuyant sur partager. Il savait une chose, il ne pouvait pas divorcer. Il devait la récupérer quel qu'en soit le coût. Il montra au chauffeur de taxi l'adresse dans le Marais. Une adresse qu'il avait passé toute la nuit à obtenir en utilisant le cabinet juridique annuel de la Croft Corporation pour l'arracher du cabinet de Madame Sharma. Le taxi s'arrêta. Il descendit et leva les yeux vers le 6e étage. Il pouvait voir un pot de fleurs blancs sur le balcon en fer forgé. Les portes-fenêtres étaient fermées, les rideaux à moitié tirés. Aucune lumière n'était allumée à l'intérieur. Elle était là-dedans. Il le savait. Il entra et monta l'escalier en colimaçon, chaque pas lourd. Il se tint devant la porte en bois blanc. Il frappa. Pas de réponse. Il frappa à nouveau, plus fort. Toujours rien. Sa main commença à trembler, non pas de froid, mais de peur. Peur qu'elle ne soit pas là. Et une peur encore plus grande qu'elle soit là, et qu'elle n'ouvre pas la porte. Il appela son numéro. Cela sonna. Pas éteint, pas occupé. Cela sonna. Et puis elle décrocha. Silence. Mais il pouvait entendre sa respiration douce et régulière. Evelyne. Sa voix était un murmure rauque. C'est moi. Je suis devant ta porte. Silence. Je sais que tu es là. S'il te plaît, ouvre juste la porte. Parlons face à face. Juste une fois. Après avoir parlé, si tu veux toujours que je parte, je partirai. Enfin, un son de l'autre côté. Pas une voix, mais des pas. Des pas légers s'éloignant de loin, se rapprochant, s'arrêtant juste derrière la porte. Et puis une petite fenêtre dans la porte, un minuscule Judas s'ouvrit. Les yeux d'Evelyne étaient derrière. Ils étaient calmes. Pas un calme en colère, mais une vraie sérénité lacustre. Elle le regarda pendant 3 secondes. Puis elle referma le Judas. Du début à la fin, elle ne dit pas un mot. Julian s'appuya contre la porte,
appuyant son front sur le bois frais. Evelyne, s'il te plaît, écoute-moi juste. Sa voix vint à travers la porte, légère et claire. Monsieur Croft. Il se redressa. J'écoute. Il y a 3 ans, le 15 mars, je t'ai épousé. Sa voix était égale, comme énonçant un fait simple. Ce jour-là je portais une robe de mariée que j'avais passé 3 mois à concevoir. Quand tu as soulevé mon voile, le nom que tu as murmuré était Natalia. Le souffle de Julien se bloqua dans sa gorge. Pendant notre nuit de noces, tu as dormi dans ton bureau. Je pensais que tu étais fatigué. J'ai découvert plus tard que tu étais au téléphone avec Natalia pendant 2 heures. Arrête. Pour notre premier anniversaire, j'ai cuisiné un festin. Tu as dit que tu devais travailler tard. J'ai vu plus tard les images de dashcam que Monsieur Davis m'a envoyées. Tu as passé toute la nuit à l'appartement de Natalia. J'ai dit arrête. Pour notre 3e anniversaire, sa voix resta parfaitement stable. C'est-à-dire il y a 2 jours. J'étais en train de faire revenir des pétoncles dans la cuisine. Tu es passé. J'ai demandé, seras-tu à la maison pour le dîner? Tu as dit, j'ai une réunion. J'ai dit, c'est notre anniversaire, Julien. Tu ne m'as pas entendu, n'est-ce pas? Je t'ai entendu, répondit-il étranglé. Je t'ai entendu. Un doux rire vint de derrière la porte, le son perçant son oreille comme une aiguille. Tu m'as entendu, et tu es parti quand même. Le couloir devint silencieux. Julien appuya à nouveau sa tête contre la porte, ses épaules tremblant. Je suis désolé. Sa voix était un râle étranglé. Evelyne, je suis tellement désolé. Pas de réponse. J'ai eu tort. Je suis un salaud. J'ai eu tort envers toi chaque jour pendant 3 ans. Mais s'il te plaît, donne-moi juste une chance de plus. Juste une. Une chance pourquoi? Sa voix était soudain plus proche, comme si elle était pressée juste contre la porte. Monsieur Croft, quel genre de chance veux-tu pour moi? Te pardonner? Retourner à New York avec toi? Continuer à être Madame Croft? Julien ouvrit la bouche. Je te donnerai toutes mes actions dans l'entreprise. Je me débarrasserai de Natalia. Que peux-tu faire? Sa voix, encore claire, était maintenant tranchante comme un rasoir. Peux-tu effacer 3 ans de négligence? Peux-tu annuler tous les dîners que j'ai mangés seul? Peux-tu faire en sorte que je n'ai jamais posté ces mises à jour de médias sociaux que tu n'as jamais vues une seule fois? Sa voix s'éleva juste d'une fraction, mais ce petit changement faisait plus mal que n'importe quel cri. Monsieur Croft, j'ai posté 27 fois, toutes sur toi. As-tu jamais liké une seule? As-tu jamais commenté? Tu ne les as même jamais vues jusqu'à il y a 2 nuits, après que j'étais déjà parti. Ce n'est pas du regret, Monsieur Croft. C'est juste du remords d'avoir été pris. Sa voix revint à son état placide. La main de Julien glissa le long de la porte. Il se tint là, tête baissée comme un arbre déraciné. Il entendit à nouveau ses pas, s'éloignant. Evelyne. Il frappa du poing sur la porte. Que dois-je faire? Que dois-je faire pour que tu ouvres cette porte? Les pas s'arrêtèrent. Après un long moment, sa voix vint du fond de l'appartement, juste quelques mots. Même un chien ne retournerait pas dans une maison comme ça. Les pas reprirent s'estompant dans le silence. Julien resta immobile devant la porte. La lumière matinale de Paris entrait par une petite fenêtre dans la cage d'escalier, tombant sur son corps. La ville se réveillait, mais le monde de Julien était devenu complètement noir. Son téléphone vibra, un appel de Monsieur Davis. Il répondit, sa voix une chose brisée. Qu'y a-t-il? La voix de Monsieur Davis était frénétique. Monsieur, une assignation vient d'arriver du tribunal. Mademoiselle Rossi vous poursuit pour incitation frauduleuse et pension alimentaire, et elle a déposé une motion pour geler vos actions dans l'entreprise. Vous devez revenir immédiatement. Julien, téléphone en main, se retourna lentement et jeta un dernier regard à la porte fermée. Puis il se tourna et descendit les escaliers. Sur le balcon du 6e étage, Evelyne se tenait une tasse de café noir à la main. Elle regarda le dos de l'homme au trench-coat marine sortir du bâtiment, héler un taxi au coin, et disparaître. Elle prit une gorgée de son café, encore chaud, encore amer.
Elle sortit son téléphone, ouvrit ses contacts, et trouva son nom. 3 tapes sur l'écran. Supprimer le contact. Confirmer. Le nom disparut. Elle jeta le téléphone dans le pot de fleurs blanc dans le coin du balcon et rentra. Elle mit une paire de baskets, prit ses clés et son portefeuille, et descendit. La femme dans la boulangerie sourit et lui tendit un croissant frais. Evelyne en prit une grosse bouchée. La croûte feuilletée se brisa dans sa bouche. C'était chaud, moelleux et sucré. En mâchant, elle poussa la porte et sortit dans le matin parisien. Derrière elle, la petite cloche sur la porte tinta un son comme bienvenue, un son comme une nouvelle histoire qui commence.